Mais bienvenue en tout cas dans ces offres de France Facilitation, les troisièmes. Je suis ravie d'avoir cette occasion d'être interviewée par Nathalie et de pouvoir vous présenter la méthode Lego Serious Play, qui est une méthode que j'affectionne beaucoup. Et les titres de cette soirée, c'est effectivement, ce ne sont pas que des briques. À toi, Et Nathalie. là, j'enchaîne sur ma première question qui reste ma question préférée, qui est Lego Serious Play. Il y a donc Serious Play dans le titre. Et nous, en français, on connaît essentiellement le Serious Game. Et est-ce qu'il y a une différence entre le game et le play? Eh oui, c'est une très très bonne question. C'est une question que j'adore. C'est une question que je veux aborder parce que ça permet d'expliquer beaucoup de choses sur plusieurs dimensions. Alors oui, il y a une différence entre les play et les games. On ne la traduit pas en français. Donc play et game, ce sont deux mots anglais pour dire jeu, et en français, on dit que jeu, comme dans d'autres langues. Par exemple, en italien, on dit gioco uniquement. Mais il y a une différence, et c'est une différence importante, d'autant plus dans la facilitation, ou mieux dans la façon dont la facilitation intervient dans les games et dans les play. Donc, on peut les distinguer de façon très simple. C'est, on appelle play tout ce qui est activité ludique. Donc, activité ludique, ça veut dire une activité qui est plutôt libre, avec des règles vraiment basiques et un objectif plutôt générique. Et c'est une activité où on s'amuse et qui peut évoluer en la faisant. Donc, ça peut changer dans ses règles, dans ce nombre de participants le long de la réalisation de cette activité. Alors que les games est beaucoup plus structuré. On a prédéfini à l'avance l'objectif et les règles que ceux qui participent au game, donc le jeu des plateaux, les vidéogames, non, les jeux vidéo, pardon, ou des jeux des rôles, par exemple. Il y a plein de choses qui rentrent dans la dimension du game. Dans ces cas-là, en fait, les règles sont plutôt structurées, elles sont connues à l'avance, donc il faut les maîtriser pour pouvoir jouer, et l'objectif aussi est connu à l'avance, est très précis, et généralement, il demande une dynamique des challenges, des défis, de compétition ou aussi des collaborations, mais une dynamique qui est prédéfinie à l'avance. Donc, c'est beaucoup plus structuré. Et pour illustrer ça, j'aime bien prendre l'exemple de la différence entre jouer au basket, donc au sport basketball. Donc, on se passe la balle, on la fait avec l'objectif de pouvoir la mettre dans un panier, mais c'est quand même assez structuré. Il y a 2 équipes, le nombre de participants dans les équipes, c'est codé. Les règles pour se passer la balle, c'est codé. Les timings aussi, et donc le temps pour jouer, c'est codé. Le nombre de paniers qu'il faut, pouvoir réaliser est codé, et cetera, et cetera. Et ça, c'est du game, donc extrêmement structuré, alors que dans les plays, c'est plutôt libre. Et ça peut être les plays, ça peut être, par exemple, c'est passer la balle sur le chemin pour rentrer à la maison, et avec l'objectif unique de c'est la passer sans la faire tomber, et sans d'autres objectifs, ni plus des règles, donc ne pas la faire tomber. C'est tout aussi simple que ça, mais c'est une différence très importante, parce que quand on parle du serious play, du serious game, non, serious, ça veut dire que c'est des activités qui s'appliquent au monde de l'entreprise, au monde du travail, des organisations, donc qui ont un objectif qui n'est pas dans les jeux, mais qui est plus de nature pédagogique, des formations ou des managements. Là, ça change beaucoup les choses. Parce que les serious games, c'est quelque chose qui, normalement, se tient tout seul. Donc, du moment où on a appris les règles, on peut les jouer, en fait, sans avoir vraiment un facilitateur. Mais par contre, c'est très structuré. On sait très bien quand on doit apprendre des contenus prédéfinis. Alors que dans les serious play, c'est beaucoup plus libre. Donc, à tout moment, on peut changer les règles, mais aussi l'objectif à atteindre en fonction de ce qui se passe ici, maintenant, avec les personnes. Donc, c'est cette liberté qui fait la différence. Mais non, au-delà de la différence entre play et game, ce qui est important, c'est de définir qu'est-ce que c'est une activité ludique. Et c'est ça qui va nous introduire, nous amener petit à petit dans ce que c'est aussi le Lego Serious Play. Parce qu'une activité ludique, c'est très difficile à définir, dans la mesure où jeu, c'est un casse-tête philosophique, hein. On n'a pas encore trouvé un accord sur qu'est-ce que c'est un jeu. D'ailleurs, si je vous demande comment définir un jeu, probablement je vous mets en difficulté. Vraiment, depuis des siècles, on s'est cassé la tête sur ça et on n'a pas encore décidé. Mais en tout cas, pour moi, je reprends en fait la définition de jeu ou d'activité ludique pour faire la différence avec les games. Activité ludique qui est propre de Lego, du groupe Lego, et qui définit une activité ludique lorsqu'une activité est déjà amusante, qui produit du plaisir pour ceux qui la pratiquent,
participative dans la mesure où on ne peut pas juste observer, hein, il faut vraiment faire des choses, et il faut s'engager dans l'activité. Interactive, parce que ça demande de l'interaction avec le monde externe à nous. Donc, ça peut être avec des objets et idéalement avec les autres. Donc, c'est un minimum une activité où on interagit avec les autres, voire même on construit ou on collabore avec les autres. Et puis, c'est une activité pertinente, donc qui fait du sens pour ceux qui les font. Hein. C'est pas juste de l'amusement. Enfin, ça a de la valeur pour nous, ou les contextes dans lesquels on le fait a de la valeur pour nous. Et surtout, une activité itérative. Donc, ça veut dire que on peut expérimenter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la même activité jusqu'à ce qu'on la maîtrise. Et dans ces cas-là, on passera à une autre activité un peu plus complexe. Donc ça, c'est ce qui définit l'activité ludique, et c'est ce qui définit aussi les serious play. J'ai répondu, Nathalie? Tu as très bien répondu, mais franchement, parce que je ne savais même pas qu'il y avait une différence entre les deux et c'est pour ça que j'adore cette question, elle est fondamentale. Oui, elle est importante, c'est vrai. Le, Merci de l'avoir posée. le deuxième point qu'on va aborder, c'est, j'ai demandé à Nadia, pour vous illustrer ce que c'est le Lego Serious Play, parce que moi, la première fois que j'ai assisté à l'interview, j'avais beaucoup de mal à visualiser, de nous construire avec des Lego l'intention qu'elle a dans cette interview ce soir. Donc, normalement, Nadia est censée faire et quelque chose va apparaître dans ses mains. Et da. Génial. Donc, honnêtement, je ne l'avais pas vu. C'était vraiment la surprise, y compris pour moi. Je vais vous le mettre même comme ça, je pense que c'est dans les bons sens pour vous comme ça. Moi, je vais essayer en tout cas. Oui, alors je vais répondre à cette question avec ce modèle. Ce que je souhaiterais vous apporter ce soir, ça c'est moi, c'est de la clarté pour pouvoir apercevoir, hein, je dis pas maîtriser, mais au moins apercevoir, hein, d'où la porte semi-ouverte. Déjà un petit peu les origines, d'où ça vient cette méthode, surtout grande clarté au sujet de quel est le processus cœur à la base de cette méthode. Et ce processus cœur, c'est ce qui va définir, et j'aimerais bien que vous puissiez partir avec une meilleure clarté sur ça aussi, quelle est la valeur de cette méthode pour les individus et aussi pour les collectifs. C'est là, pour que ce soit clair pour vous, que cette méthode permet de passer des réunions stériles où on se casse la tête, voire même on n'a plus la tête parce qu'on se la casse contre le mur, et passer de ce type de réunions, qui souvent se répètent beaucoup, vers des réunions où on monte en gamme et donc on fait grandir en fait les collectifs pour que chacun puisse s'exprimer dans son unicité et qu'ensemble on puisse, avec de la créativité, aller vers l'objectif commun. Voilà ce que je souhaiterais vous apporter ce soir. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Et maintenant, au-delà de l'histoire, en fait, j'aimerais bien décrypter cela pour vous dire justement comment ça marche cette méthode. Déjà, C'est bon. qu'est-ce qui s'est passé et comment on l'a passé? Donc, Nathalie m'a posé une question et moi, pour répondre à sa question, j'avais mon lot de briques à disposition et j'ai choisi des briques et au fur et à mesure, j'ai construit ma réponse. Et cette réponse, elle s'est faite par plusieurs métaphores qui sont ce petit modèle qui représente quelque chose, mais pas de manière, pas comme un prototype en fait. Donc la porte, c'est la métaphore de entrevoir quelque chose. La baguette lumineuse, c'est amener de la clarté. Ces briques transparentes, c'est les processus cœur. Ça, c'est la petite plante qui pousse, la petite fleur qui pousse. Ça symbolise en fait les origines de la méthode et ainsi de suite. Donc on va utiliser des métaphores. Donc pourquoi c'est important? Parce que déjà, moi, je vais utiliser les briques pour clarifier à moi-même mes idées et les enchaînant les unes après l'autre dans cette histoire, bah, je vais construire mon processus mental, non pas que dans ma tête, mais carrément en fait dans la réalité. Et à tout moment, si par exemple j'hésite, si je me sens pas sûre, si je perds le fil de mon discours, bah, je peux le retrouver là. Et donc ça, c'est déjà un avantage pour moi, c'est plus facile de communiquer. Mais ça va bien au-delà et je passe, excuse-moi, je me permets, mais il y a Patrice qui vient d'arriver et Patrice est un grand complice avec la méthode Lego Serious Play et on aura l'occasion peut-être à la fin de lui poser aussi quelques questions. Et donc j'étais en train d'expliquer, donc ce qui se passe, c'est que moi, je peux m'exprimer plus facilement parce que en touchant les briques, ça c'est les briques que j'avais à disposition, bah tout simplement, j'ai fait fonctionner mes mains aussi et j'ai eu une stimulation sensorielle multiple.
par la vue. Donc, je vois des couleurs, je vois des formes. Ça, c'est des simulations qui me donnent des idées. J'entends aussi les bruits des briques. Donc, ça aussi, ça enclenche plein des choses dans mon cerveau. Donc, j'enrichis ma pensée et ma pensée produit ces discours qui est incarné par ces briques. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Vous m'écoutez probablement beaucoup plus attentivement. Déjà parce que je vous intrigue. J'ai même des formes colorées, des choses que vous pouvez voir. Ce n'est pas juste l'auditif, c'est carrément en fait plusieurs sens qui sont enclenchés chez vous aussi. En plus, j'utilise des métaphores. Donc la clarté, la porte, la plante pour dire les potentiels individuels, ainsi de suite. C'est des choses qui évoquent d'autres choses chez vous. Par exemple, si je vous parle de la réunion qui est stérile, ça évoque des souvenirs pour vous. Et ces souvenirs enrichissent et ancrent dans votre perception et donc dans votre compréhension, en fait, ce que je suis en train de dire. Donc, en gros, vous êtes beaucoup plus intrigué, vous suivez plus attentivement ce que je suis en train de raconter. Et ça, c'est déjà de la valeur aussi pour ceux qui écoutent. Ensuite, donc, Nathalie m'a posé une question, j'ai répondu en construisant avec les briques. Ensuite, je vous ai partagé ce que j'ai construit. Et là, on réfléchit sur ce que nous avons fait jusqu'à là. Donc ça, c'est 4 étapes. Donc, poser une question ou un challenge de la part du facilitateur, répondre par l'utilisation des briques, donc en utilisant ses mains et avec une pensée donc augmentée par cette démarche. Ensuite, partager avec les autres et enfin réfléchir autour de ce que nous avons partagé. C'est les processus cœur, cette brique-là transparente. C'est les processus cœur de la méthode Lego Style Play qui est à la base de n'importe quel type d'activité, format, atelier avec cette méthode. Et c'est très puissant parce que ça apprend, même si quand on l'a conçu, on ne savait pas forcément, mais ça reprend en fait la façon la plus puissante pour apprendre. Donc, on fait des plus, on a un challenge, on construit la réponse et on ne la construit pas que dans sa tête, mais aussi dans la réalité. Ensuite, on la partage avec les autres. Les autres, ils écoutent plus attentivement parce qu'on est intrigué par l'histoire qui se passe et qu'on voit, qu'on aperçoit. Et enfin, on réfléchit parce qu'en réfléchissant, on ancre ses apprentissages et on peut passer à une autre question qui, dans un atelier Lego Stylus Play, sera toujours un petit peu plus défiant, donc un peu plus complexe, on va dire, jusqu'à ce qu'on arrive à traiter les sujets qu'on voulait réaliser au démarrage. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je voulais vous apporter avec, ce webinaire, cette présentation? Mais non, si on réfléchit aussi au niveau collectif, imaginons que dans la salle, je ne suis pas toute seule et qu'on est plusieurs à avoir construit chacun sa vision de qu'est-ce qu'on veut avoir dans cette soirée, dans cette webinaire. Ben, on aurait plusieurs constructions, chacun a l'occasion de présenter aux autres sa vision de ce qu'on peut comment dire, avec quoi on peut repartir de cette soirée. Ensuite, le facilitateur pourrait demander quel est l'élément le plus important. Imaginons que pour moi, l'élément le plus important, c'est justement que vous puissiez comprendre de façon très claire les processus cœur, mais peut-être que pour Nathalie, ce serait, s'il avait son modèle, ce serait par exemple comprendre la valeur pour les individus. Dans ces cas-là, chacun pourrait prendre son élément clé et on laisserait chacun les autres des côtés, mais on mettrait ensemble tous ces éléments créés pour construire une troisième construction qui est cette fois-ci une construction collective. En quoi c'est essentiel et en quoi ça fait la richesse de la méthode? Parce que avec cette construction collective, chacun amène sa brique, chacun amène sa pensée, son élément essentiel, a choisi qu'est-ce qui est essentiel pour lui, le met sur la table, et avec ce qui est essentiel pour lui, on crée une synergie qui va donner encore autre chose. Donc une histoire autre, qui est une histoire collective, mais où chacun physiquement peut retrouver son élément essentiel et donc peut s'identifier. Et c'est donc beaucoup plus facile et beaucoup plus puissant de trouver une vision collective sur quelque chose ou une réflexion collective sur quelque chose. Alors, je vous ai donné beaucoup d'éléments, mais c'était l'occasion parce que j'avais les briques dans les mains. J'espère que c'était suffisamment clair. Si ce n'était pas clair, n'oubliez pas qu'on a à la fin un moment quand même pour les questions-réponses. Et donc, à tout moment, on peut revenir sur ces éléments. C'était passionnant, Nadia, parce que ça fait Ah, 2 semaines que je me demande ce que je vais voir
et évidemment, j'ai pas imaginé ça et c'était super intéressant. C'était vraiment en tout cas, moi, pour ma part, ça m'a beaucoup éclairé. Merci Nathalie. Pourtant, je viens de les construire juste avant l'atelier parce que ça aussi, en fait, c'est important dans la méthode. On pose la question et on répond sans trop y réfléchir. Donc, on fait vraiment confiance aux mains et aux briques et la réflexion vient après, en fait, lorsqu'on raconte des modèles. Ouais, Super. oui, parce qu'en plus, il y a une dimension narration qui me plaît, bien entendu. Et donc là, normalement, à ce stade, on se demande toutes, tous, mais qui es-tu, Nadia? Eh bien, j'ai déjà dévoilé que je suis italienne et française, mais à la base, je suis une personne très curieuse qui a des idées de devenir facilitatrice. Facilitatrice, aujourd'hui, j'ai envie de dire expérimentée parce que j'exerce depuis 2012. Et en fait, je me suis spécialisée dans tout ce qui est dynamique d'équipe innovante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aide les équipes à créer les conditions pour pouvoir mieux communiquer, mieux travailler ensemble et à partir de là, pouvoir libérer les potentiels créatifs individuels et collectifs. C'est ce que j'appelle intelligence créative. Intelligence donc de groupe, mais créative, c'est pas juste intelligence collective. Pourquoi c'est important cette créativité collective? Parce qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus face à des problèmes complexes ou des nouveaux problèmes, et donc cette intelligence créative nous permet justement de trouver des nouvelles solutions, voire de transformer le changement ou les imprévus en des opportunités. Et c'est ce que je fais avec des approches diversifiées qui vont du Lego Series Play, c'est une des approches que j'affectionne le plus, mais aussi des stratégies interactives de Thierry, du design thinking, des techniques de créativité diverses et variées. Donc, c'est un peu ma spécialité. J'ai fait ça depuis 2012, donc d'abord je l'ai fait au sein d'entreprises où j'avais à gérer des équipes transversale qui faisait partie comment dire, des groupes un peu à l'international. Donc là, il fallait vraiment faciliter les travails d'équipe tout en n'étant pas les managers de toutes les personnes. Dans cette complexité, j'ai compris que je pouvais l'aborder justement avec les techniques de facilitation créative. Et puis, j'ai fait ça surtout au sein du groupe Lego. Et c'est là que j'ai appris à utiliser les jeux, justement, pour créer non seulement de la cohésion, mais carrément pousser les gens à aller au-delà de leur zone de confort et être vraiment innovants. Ça, c'est pour la partie historique de mon parcours. Aujourd'hui, j'ai fait ça en indépendant. Et de ce fait, la question après, c'est pourquoi tu as choisi de mettre la méthode de Lego Serious Play, peut-être pas au cœur de ta démarche, mais en tout cas en faire une partie réelle. Oui, bah, en fait, c'est plutôt la méthode qui m'a choisie. Parce que j'avoue que j'ai commencé à me former plutôt sur des techniques de facilitation créative et des coachings. Et un jour, en travaillant chez Lego et en passant dans les couloirs du siège des Lego, j'ai vu des gens, des adultes. En fait, moi, je travaillais plutôt sur la partie jeux éducatifs pour les enfants et pour les adolescents. Et j'ai vu des adultes faire leur réunion avec des Lego. Et ça m'a vraiment interpellée. Donc, du coup, j'ai creusé la question et je me suis formée. Et c'est là que j'ai découvert vraiment le potentiel de la méthode et des briques Lego en général. Bon, pourquoi je l'ai choisie? Ou je me suis fait choisir parce qu'elle est vraiment puissante. Déjà parce qu'elle facilite beaucoup la communication, donc la compréhension les uns les autres. Je pense que en utilisant les briques, on a tout de suite déjà un climat plus positif qu'en utilisant d'autres matériels comme par exemple du matériel créatif, de la pâte à modeler, des couleurs, des crayons de couleur, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de, même carrément de rédiger un article. C'est quelque chose de très puissant parce que la brique Lego, elle a des caractéristiques en elle-même qui font que elle met tout de suite en joie. Et c'est pas anodin, hein. C'est très important parce que c'est sentiment positif construit d'entrée en fait des climats de groupe plus que d'autres matériels. Quand je mets des feuilles pour dessiner, il y a parfois la crainte. Mais rarement, j'ai vu la peur lorsque les gens trouvent des briques Lego comme matériel pour s'exprimer. Ça m'est arrivé quelques fois, mais ça passe assez vite du moment où les gens se sentent à l'aise avec l'assemblage. Donc, il y a certaines caractéristiques des briques qui font que c'est déjà des outils extrêmement accessibles et qui fluidifient beaucoup la communication. Donc, peu importe si mon potentiel linguistique, mon vocabulaire
voire même mon rôle en fait dans les groupes ou dans l'organisation est pauvre ou bas ou hiérarchiquement, enfin, j'ai pas un niveau élevé, etc. Tout le monde est assis autour de la même table, tout le monde s'exprime de la même façon avec la même contrainte, donc utiliser les briques. Et les briques, ce sont les mêmes pour tout le monde. Chacun choisit, mais il n'y a pas de lots plus riches que d'autres. En fait, tout le monde utilise le même lot. Et donc ça met tout le monde sur le même pied d'égalité et tout le monde a son espace de parole. Et puisqu'on utilise des images en 3D, bah, du coup, même si mon vocabulaire n'est pas parfait, on comprend tout de suite ce qu'on veut dire parce qu'on les voit. Donc ça, c'est très puissant. C'est vraiment très, très puissant et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette méthode. Après, c'est une méthode très versatile parce qu'on peut l'utiliser sur des ateliers relativement simples et courts, comme par exemple des ateliers de 3 heures, comme sur des ateliers plus complexes. Ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser pour des sujets relativement simples, hein. En général, on l'utilise toujours pour des sujets, pour des problèmes complexes, mais il y a complexité, complexité. Donc, ça va de l'utiliser pour créer la vision d'un groupe, la vision en fait d'une équipe, ou créer tout simplement fonder une équipe, par exemple l'équipe projet, jusqu'à carrément définir une stratégie pour une organisation. Donc, une stratégie sur les années à venir ou des grandes lignes directrices à suivre pour pouvoir réagir face à n'importe quel contexte. Donc, c'est très versatile à ce niveau-là, mais c'est très souple aussi au niveau de dans quel domaine on l'applique. Et ça, justement, on en parle beaucoup dans le livre qu'on a coécrit avec Laetitia Ramberti et Mathias Reder, que j'ai le plaisir d'ailleurs de vous montrer ici, avec mes post-it. Avec tes post-it, voilà, je me disais aussi. J'ai étudié, hein. Et dans ces livres, on cite 13 cas concrets d'utilisation, c'est des cas français. Et d'ailleurs, Patrice Lerouge, qui est là avec nous, en fait, a contribué avec ça, ainsi qu'avec une interview, parce que c'est quand même un des premiers facilitateurs Lego Spray en France. Et en fait, on cite 13 cas différents d'utilisation qui vont des ateliers pour favoriser l'inclusion à des ateliers pour accélérer l'innovation ou bien pour définir des stratégies ou bien carrément pour accompagner des étudiants dans la réflexion autour d'un sujet. Donc, c'est vraiment très versatile et on a aussi tout secteur confondu parce que toujours dans les livres, en fait, on a donné la parole à des facilitateurs du monde entier et ces facilitateurs ont chacun un domaine d'expertise. Les facteurs communs, c'est l'utilisation de la méthode Lego Serious Play, mais ça va de celui qui est expert en agilité au professeur universitaire qui utilise avec ses étudiants, à la personne qui est plutôt spécialisée dans la stratégie d'entreprise, à la personne qui est au contraire plus dans le travail dans les sociales. Donc, c'est extrêmement souple en termes de quel type de sujet je peux aborder et comment. Et ça va du coaching individuel des fois jusqu'au développement d'équipe. Donc, c'est cette polyvalence qui m'a fascinée, en plus du potentiel de la brique et de ce facteur qui est pour moi clé. Ça, c'est peut-être j'en ai pas parlé encore. Si, j'en ai parlé un peu, mais c'est pour moi, c'est essentiel. C'est cet aspect des progressions qui fait que chacun, peu importe son habilité avec les briques, mais on a un temps pour créer le même niveau de base nécessaire pour pouvoir se sentir à l'aise avec l'utilisation des briques, de cet outil dans l'atelier. Et ensuite, on progresse et on progresse toujours du collectif enfin, pardon, de l'individuel vers les collectifs. Ça, c'était essentiel parce que j'ai vu faire des ateliers d'intelligence collective où très rapidement, voire trop rapidement, on va dans les collectifs et l'individu s'énoie dans la dynamique du collectif. Dans les ateliers Lego Display, il y a toujours la place pour l'expression individuelle parce que justement, on cherche à créer une sémantique, donc une compréhension des uns des autres commune, un vocabulaire commune, et ensuite, à partir de cette compréhension mutuelle, là, on construit ensemble une vision collective, ou comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve toujours quand même la petite touche individuelle. Et ça multiplie de façon exponentielle déjà la participation à l'atelier, mais aussi l'engagement avec les productions de l'atelier. Une fois qu'on repart de l'atelier, bah, on sera extrêmement motivé pour mettre en place ce qu'on a défini pendant l'atelier parce qu'on y a contribué et parce qu'on y retrouve son intérêt dedans. Et c'est extrêmement puissant. C'est pas toutes les techniques ou toutes les facilitations qui permettent ça. Et J'ai beaucoup parlé. pardon? J'ai beaucoup parlé, je crois. Non, non, pas du tout. Non, non, mais alors vraiment pas du tout, Nadia, pas du tout. Et en plus, c'est très intéressant. Et il y a une petite question supplémentaire qui m'est venue. Au départ, tu as parlé de l'émotion qui est suscitée par la brique.
que Oui. le dessin. Et est-ce que Lego amène une explication sur cette émotion que je suis la première à ressentir. Moi, je vois des briques, je suis dingue, quoi, tu vois. Et qu'est-ce qui fait, à part un souvenir d'enfant, est-ce qu'ils ont d'autres explications? Alors, ça vient pas des Lego, hein. Là, c'est vraiment une recherche que j'ai menée de manière tout à fait personnelle C'est et très bien. en faisant des associations avec plusieurs intérêts que j'ai, mais j'arrive à l'essentiel. Oui, effectivement, il y a des caractéristiques qui, euh, qui ont été étudiées par des chercheurs en design et qui ont été définies comme l'esthétique de la joie. Donc, il y a des caractéristiques que les objets ou les lieux peuvent avoir et qui induisent, enfin, ou transmettent tout de suite de façon implicite et plutôt universelle. Donc, peu importe l'âge ou la culture, une sensation de joie, de bien-être, même parfois l'euphorie. Et les briques Lego les contient. Ben déjà, je vous montre pourquoi. Ben déjà, les couleurs. Enfin, quand on prend des briques Lego, si je les compare par exemple à des briques en bois coloré, sauf si les bois est verni, mais en général, en fait, le plastique dont ils sont faits rend les couleurs plutôt brillantes, même quand c'est du noir, d'ailleurs. Et ça, c'est une transmission implicite d'énergie par la couleur, enfin, par la vibration des couleurs qui s'érasent en fait. Et ça génère en fait une sensation de joie. Après, à cette couleur, il y a l'abondance qui se rajoute, qui est typique pour le coup en fait des kits Lego Serious Play. Cette abondance est à l'effet. Bon, là, c'est une petite synthèse individuelle d'un kit, mais il faut imaginer un kit avec 600 pièces diverses et variées. Et cette abondance, c'est à la fois la quantité des pièces, mais aussi leur diversité. Il y a des pièces comme ça, il y a des pièces un peu plus classiques, il y a des figurines Duplo, il y a des petits animaux. Dans cette abondance aussi, le fait d'avoir plus que ce qui est nécessaire induit implicitement de la joie. Et après, il y a cette sensation de liberté qu'on ressent. Ça, c'est un peu difficile. Enfin, il faudrait plus de temps pour l'expliquer, mais l'effet que je ressens, l'effet que je peux Oui, créer un nombre de combinaisons presque infini hein, avec tous ces briques parce que je peux les placer, je change d'idée, je les replace, ce que je ne peux pas faire forcément dans un dessin. Et puis je rajoute, j'enlève. Voilà, enfin, c'est comment dire, potentiel infini. Ça sert à ça, ça donne beaucoup de liberté. Ça permet aussi une expression individuelle, même si on a tous les mêmes sujets à traiter. Et puis, il y a cette côté ludique. Alors, les côtés ludiques, elles sont souvent données plutôt par des formes rondes mais si on regarde bien, en fait, sur certains animaux, c'est plutôt rond. Ben, ça, c'est des formes Duplo, donc c'est plus pour les petits. Mais mine de rien, quand on prend en brique, c'est vrai que ça fait quand même. Alors là, la couleur, elle n'est pas géniale pour vous. Donc, je vais prendre cette brique, j'espère que ça se voit mieux. C'est vrai que la brique, elle est quand même carrée. Donc, il y a des coins. Mais mine de rien, qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Des ténons ronds. Et donc ça casse un peu l'effet. Bah, il y a plein de facteurs qui font que tout de suite, quand on rentre dans une salle et il y a des briques, on est plutôt en joie plutôt qu'en tristesse. Alors certes, on pourrait faire ça avec de la pâte à modeler colorée, on pourrait faire ça avec des balles colorées en fait, mais il n'y a pas toutes les caractéristiques qui ont les briques. Par exemple, si je prends de la pâte modelée, euh, elle n'est pas si accessible que ça dans la mesure où pour faire des idées complexes, il faut être très habile et il faut pouvoir l'assembler sans que ça se déforme ou sans que ça coule parfois ou que ça se mélange trop au niveau des couleurs. Les pâtes modelées qui se mélangent en couleurs, elles ne sont plus tellement agréables à voir. Si je prends des dessins, bah, il y a la syndrome de la page blanche. C'est plus difficile avec les briques Lego parce que même si je suis quelqu'un qui n'a jamais utilisé des briques, je comprends très rapidement comment elles s'imbriquent. Et en plus, imaginons que je ne me sens pas très créative ou pas très inspirée, bah, des formes, des figurines facilement reconnaissables sont là et sont comme un trigger, un point de départ pour lancer ma réflexion. Et en même temps, si je suis un constructeur expert, bah, je trouve des formes plus compliquées, plus complexes, pardon, qui me permettent de faire, comment dire, des combinaisons beaucoup plus poussées pour traduire ma pensée. Donc voilà. Donc alors là, ça prendrait trop de temps pour expliquer ça, mais c'est ce que certains chercheurs appellent avoir un plafond bas dans une maison. Donc, tout le monde peut accéder à cette maison facilement. Pardon, comment dire, un sol bas, un plafond très haut, dans la mesure où tout le monde peut progresser, qu'on soit débutant ou expert, on trouve toujours sa marge de progression. Et puis des murs très larges, c'est-à-dire que les centres d'intérêt, ma curiosité personnelle,
peut être prise en considération, je peux m'exprimer, même si c'est le sujet est les mêmes. Imaginons le sujet est comment, améliorer notre vie d'équipe. Mon point de vue sur ces sujets, puisque les murs sont très larges, donc je peux m'exprimer tel que je veux, comme je veux, bah, du coup, je peux exprimer ma personnalité et ma vision des choses, même si on a tous le même sujet. Et donc cet aspect de sol bas, donc facilement accessible, plafond très haut et murs très larges, fait quand même l'unicité des briques. C'était passionnant. Là, je suis désolée, mais je viens d'écrire cet article, je suis à fond dedans, donc je pourrais en parler pendant des heures. Ah mais, on pourrait t'écouter pendant des heures, Nadia. Et alors C'est moi, j'ai gentil. retenu l'esthétique de la joie Mmh. et ça va se retrouver sur un post dans pas très longtemps que pour le replay. Eh ben Vraiment, alors pour c'est ça, magnifique. excuse-moi, j'ai fait, l'auteur de ces livres, c'est Ingrid Fetel-Lee, je peux vous l'écrire. Ce Oui, livre en français, il a été édité par Marabout. Ça paraît un petit livre de bon, malheureusement la collection dans laquelle il a été intégré, c'est plutôt de loisirs créatifs. C'est une grande erreur parce qu'en réalité, c'est une vraie recherche de plusieurs années, d'ailleurs, une bonne dizaine d'années, autour de qu'est-ce qui construit dans les designs un effet tout de suite joyeux. Et d'ailleurs, en italien comme en anglais, ça fait partie des collections plutôt théoriques, ah même mais s'il y a beaucoup d'exemples je vais le pratiques. commander dès demain. Vraiment, c'est passionnant. Passionnant. Après t'avoir réécouté parce que c'était vraiment très beau ce que tu as raconté. Ah, merci. Alors, donc maintenant, après cette digression à laquelle je t'ai invité, l'idée c'était de savoir, d'avoir des exemples concrets de comment tu utilises cette méthode. Oui. Alors, je vous ai dit, hein, le potentiel de la méthode est assez vaste. Alors, moi, concrètement, je me focalise beaucoup sur le travail d'équipe, donc le travail de développement d'équipe. Et donc, je l'utilise à la fois sur des ateliers de 3 heures pour, comment dire, poser la vision de l'équipe, donc quel est l'objectif de l'équipe, d'après chacun et puis ensemble, quel est l'objectif qu'on se donne. Et puis si on a plus de temps, par exemple si on est sur une journée, je vais créer ce qu'on appelle les ateliers de fondation de l'équipe. C'est-à-dire que en plus de se donner la vision de notre objectif commun, de pourquoi on travaille ensemble et quelle est la raison d'être de notre équipe, j'ai défini, je les fais travailler ensemble sur définir aussi quels sont les comportements et les contrats, si vous voulez, d'équipe qu'on se donne, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable pour bien travailler ensemble. Et ça, c'est déjà un atelier d'une journée qui permet à une équipe très rapidement de comprendre qui fait quoi, comment on doit se régler entre nous, quelle est notre mission commune et quelle est la spécificité de chacun pour arriver à atteindre cette mission commune. Donc, on pose des bases communes et spécifiques de chaque membre de l'équipe pour bien travailler ensemble. Ça peut être l'équipe, ça peut être aussi des départements différents d'une organisation. Je pense par exemple au département IT qui travaille avec les départements production, qui travaille avec les départements clients, gestion client, commercial ou back-office. Donc, c'est des ateliers où on crée une vision commune, voire même carrément en fait un contrat d'équipe sur comment bien travailler ensemble. Après, l'autre cas de figure où j'utilise beaucoup, c'est plutôt pour définir des stratégies et des stratégies sur comment faire face à des situations futures incertaines, où on ne sait pas trop où on va et on a besoin quand même de définir, qu'est-ce qui va nous guider, en fait, lorsqu'on se retrouve face à des situations, imprévisibles. Donc, c'est ce qu'on appelle les ateliers, plutôt de définition des stratégies par la simulation des jeux. Donc l'équipe ou l'organisation ou le codir en fonction, en fait, les parties prenantes, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Les parties prenantes construisent chacun une vision, chacun le modèle, en fait, de leur vision des choses actuelles et de comment ils voudraient être par la suite. Et ensuite, on va construire aussi quels sont les facteurs, on les appelle les agents en jargon, les facteurs qui peuvent influencer la réussite ou moins de cette vision. C'est-à-dire le fait que cette vision de ce qu'on veut devenir ou ce qu'on veut mettre en place sur le marché où on agit, ce qui peut, en gros, en fait, les agents qui peuvent les impacter, dans les bien comme dans les mal, qui peuvent favoriser ou qui peuvent freiner en fait, la réalisation de notre ambition. Et une fois qu'on a construit ces agents, on va voir aussi avec des connexions, on va voir où, par rapport à notre vision commune, elles ont un impact. Ces agents ont un impact.
Et ce qui est intéressant dans les ateliers de stratégie, c'est que comme c'est quand même un jeu, on peut simuler des choses et voir donc concrètement quel est l'impact puisqu'on a des modèles en 3D. On peut construire des connexions. Là, par exemple, j'ai connecté la vieille réunion avec de nouvelles formes de travail collaboratif, mais cette connexion, imaginons qu'elle soit impactée par la disponibilité de temps des gens, bah, je peux mettre cette disponibilité de temps et puis je peux construire une connexion. Alors ça devient un peu technique, mais avec ce que je souhaite et voir comment, si je bouge ces facteurs, comment ça influence ou pas. Donc, en gros, en fait, on va faire des simulations entre les facteurs impactants de ce que je veux construire ou je veux être et les modèles. Voilà, des modèles de ce que je veux être. Et ces simulations nous permettent de comprendre ce qui est essentiel, ce qui est fragile, ce qui est plutôt costaud et de réajuster en fonction et surtout, en fait, de définir, comment on doit se comporter quoi qu'il arrive pour que ce qui est essentiel pour nous, soit préservé. Alors dit comme ça paraît abstrait. Concrètement, en fait, je l'ai fait avec une organisation qui avait le problème de retenir, les jeunes talents qui, au bout de 2 ans partaient et il fallait donc redéfinir toute une stratégie de rétention justement, par rapport aux nouvelles recrues. Pour faire cela, déjà, on a fait une vision de l'organisation et donc, les parties prenantes de l'organisation ont construit comment eux, ils concevaient en fait une organisation qui soit engageante pour les nouveaux arrivés et en fonction de là, au fur et à mesure et là, c'est justement le côté serious play, donc, il y a d'autres choses qui ont émergé qui étaient finalement prioritaires et notamment le fait que les rôles ne soient pas bien définis entre les différents départements, que la structure n'était pas bien calée, etc. Il y a d'autres problèmes qui ont émergé. Donc, on a réajusté en temps réel l'atelier pour pouvoir faire face à ces problèmes. Et à un moment donné, il y a eu un moment clé où on a compris que le directeur général était un peu celui qui supervisait tout et il s'était mis d'ailleurs sur une colonne qui dominait les modèles. Imaginons comme cette colonne que vous voyez là. Là, il y a une seule personne, c'est le directeur général. Et en fait, en faisant des simulations des choses possibles et imaginables, il y a quelqu'un qui a suggéré comme simulation, ben, imaginons que la direction change et que le directeur n'est plus là. Et au lieu de juste l'imaginer, on peut le faire. Donc là, c'est directeur, je le prends et je l'enlève. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, rien ne change. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'atelier, avec C'est les grands étonnements du c'est directeur génial. qui l'a pris très mal, mais qui a compris quand même que finalement, l'organisation, en fait, était plutôt horizontale, contrairement à ce qu'il pensait, et qu'il n'était pas indispensable. Ça a changé complètement l'attitude par la suite. Et bien évidemment, à partir de là, on a défini en fait quel type de comportement, quel type de priorités il fallait prendre en considération pour préserver l'organisation qui fonctionne, et ainsi de suite. Donc, même si les sujets de départ étaient comment être une entreprise engageante et qui retient ses talents, bah, finalement, on a travaillé en fait sur comment être une entreprise qui fonctionne bien et qui met en valeur ses employés. Et ce qui a émergé, voilà, c'est que comment dire, le pouvoir décisionnel était distribué et qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'un chef hyper hiérarchique, qui chapeaute tout, qui était au contraire un frein parce que ça s'était né tout seul, même sans lui. Donc Et voilà le type d'utilisation, en fait. c'est la méthode en quoi la méthode Lego, elle a permis cette prise de conscience? Qu'est-ce qu'il y a Bah, de spécifique? pour 2 raisons. Bah, déjà parce que ça libère la parole, hein. Je pense que dans un autre contexte, on n'aurait pas osé dire, «Et si les directeurs changent?» mais là, c'était du jeu. Donc il n'y avait pas d'enjeu. Donc on pouvait les simuler parce que c'était pas la réalité. Donc déjà, c'est plutôt la dimension play, serious play. Ensuite, les côtés briques, c'était essentiel parce que, imaginons, une organisation, c'est quand même, pas mal des choses, enfin, c'est quand même complexe. La complexité est difficile à saisir, mais quand on la construit avec des briques, elle devient tangible, elle devient visible. Donc en gros, en fait, les briques rendent visible l'invisible. Là, il n'était pas clair le type de connexion qu'il y avait entre les différents départements et l'effet qu'ils pouvaient, interagir entre eux sans avoir à être, comment dire? Piloté par Léo, parce qu'il s'est coordonné déjà au niveau horizontal. Le fait d'avoir un système qui est là et qu'on peut voir, c'est comme un déclic. On voit les choses et on voit les interrelations, les corrélations en fait entre les différentes choses de manière tangible, parce que les connexions sont là en fait. On peut vraiment les percevoir. Donc ça rend visible l'invisible. Et ensuite, une fois qu'on a cette vision systémique,
Bah, le fait qu'avec les briques Lego, et ça c'est la grosse différence avec d'autres approches de facilitation, comme par exemple par les dessins ou par l'écriture, bah, je peux me permettre de tester qu'est-ce qui se passe si j'enlève cette brique ou qu'est-ce qui se passe si je rajoute, je remets à nouveau mon chef, mais je le mets ailleurs, par exemple, je le mets là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Et donc, ça facilite la réflexion parce qu'il n'y a pas d'enjeu, je peux mettre et remettre, enfin enlever et remettre, et en même temps, je vois l'impact, je vois, la configuration en fait. Donc c'est cette spécificité de rendre visible l'invisible qui est assez puissante. Carrément. Donc du coup, je t'ai interrompu dans ton mais ça m'intriguait beaucoup et tu avais d'autres exemples peut-être à nous donner? Ah bah, d'autres questions. Bah, récemment, j'ai utilisé, la méthode Lego Display plutôt dans une configuration que moi j'appelle, du coaching en groupe. Là, c'était pas tellement une équipe. Ça se prête bien aux équipes, mais ça se prête aussi bien à un travail entre pairs qui ont besoin d'apprendre les uns par les autres. Là, c'était les cas de 10, entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, chacun avec son projet d'entreprise et chacun, le fait avancer. C'était des gens qui ont déjà bien avancé sur le projet, mais on a fait un atelier pour qu'ils puissent se recaler un petit peu, enfin, faire abstraction de difficultés du quotidien dans la gestion de l'entreprise, notamment au démarrage, et revenir au cœur. Donc chacun a construit en fait la vision de son entreprise et quels est les moteurs en fait qui les a amenés à entreprendre et quel est le comment dire? Le bénéfice pour soi et pour le monde que cette entreprise, va amener. Et puis ensuite, on a travaillé aussi sur les freins, on a travaillé aussi sur les leviers pour cette entreprise et les contributions que eux, en tant qu'entrepreneurs, avec leur qualité d'entrepreneur, peuvent donner pour la réussite de ces projets. Donc ça, c'est plutôt un travail individuel, mais le fait de les faire avec des pairs et de voir en fait les modèles des autres, ce que les autres disent, de les écouter, ça a beaucoup inspiré, ce qui fait qu'on a fait plusieurs tours. Donc ils ont construit une fois leur, modèle de leur vision de leur entreprise. Ensuite, une fois qu'ils se sont écoutés, on l'a enrichi parce qu'en écoutant les uns les autres, en fait, il y a plein d'idées qui viennent et au fur et à mesure, en fait, on est allé, une fois qu'on a enrichi, on est allé à l'essentiel. Donc qu'est-ce qui définit leur entreprise? Et ça les a beaucoup aidés parce que ça leur a permis de prendre de la hauteur par rapport au tracas du quotidien et en même temps de voir, de visualiser, avec des briques, bah, la valeur de leur projet et les facteurs cœur, en fait, les moteurs de leur motivation interne qui est pas juste motivation personnelle, mais aussi, faire quelque chose dans les mondes, entreprendre dans les mondes pour l'améliorer. Donc ça, c'est émergé clairement pour chacun et d'ailleurs, ils étaient plutôt enthousiastes à la fin. Donc ça, c'était un atelier d'une journée et voilà, c'est une autre façon d'utiliser la méthode dont chacun s'exprime individuellement sur son projet, mais on écoute les autres. D'ailleurs, c'était intéressant parce qu'il y avait 2 frères qui étaient sur le même projet, mais bien évidemment, je les ai fait travailler séparément. Et alors le focus n'était pas de tous les mêmes. Il y en avait un qui faisait cela parce que c'était un projet familial, hein, il y avait d'autres personnes impliquées, parce que ça permettait aussi d'aider des personnes, dans la famille d'origine et parce que ça leur permettait, voilà, une certaine ascension sociale. C'était des gens qui venaient tous comment dire? Des quartiers défavorisés. Pour l'autre, c'était vraiment, permettre aux gens enfin permettre, aux responsables de sécurité parce que c'était autour une application pour ça en fait, et de sauver des vies et donc d'éviter de perdre du temps avec des démarches et aller très rapidement sauver des vies en cas d'accident. Donc c'était très intéressant de voir, 2 points de vue radicalement différents, sur le même projet et en même temps, ils se sont enrichis mutuellement parce que justement on prend jamais au quotidien le temps de se raconter tout ça et avec des briques, ça devient plus facile. Ça, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais pourquoi ça devient plus facile? Parce que je sais que tu vas me poser cette question. C'est parce que là, si je vous raconte en fait que Nadia, elle voulait, amener de la clarté, je reprends ma petite baguette, amener de la clarté pour vous laisser entrevoir en fait la valeur de cette méthode, pour les individus, pour les collectifs, mais aussi un peu ses origines, on va en parler et lui, il était ailleurs, pour les collectifs. Bah, là, quand je raconte, tu regardes où Nathalie? Ben, je regarde, je suis ce que tu me désignes. Voilà, donc moi comme toi, on regarde le modèle. Tu me regardes pas dans les yeux, tu me fixes pas, donc pour moi, c'est plus facile de m'exprimer. Ça Mmh, devient comme un médiateur de la parole. exactement. Mmh. Notamment quand je suis pas langue maternelle, hein, c'est souvent les cas dans les équipes interculturelles, ou que je suis introvertie, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer. Et pour toi, c'est plus facile de suivre parce que tu entends et tu vois. Tout à fait.
C'est vrai qu'il y a une sorte de barrière, mais de protection, en Oui, fait. Mm. oui. Et imaginons deux personnes dans une équipe qui se détestent. Ça m'est arrivé, hein. Ceux Oui, qui sont autour de la c'est table, ça. qui se détestent, qui ne s'adressent pas la parole. Alors, bien sûr, la facilitation fait toute la différence parce que dans ces cas-là, s'il y a des interprétations, des médisances, de la négativité, il faut pouvoir la stopper et récaler, et recadrer, pardon. Mais ça, on a posé les cadres à l'avance. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Et en revanche, c'est vrai que les deux personnes ont pu se parler alors que ne le faisaient plus depuis très très longtemps. Parce que pendant l'atelier, ils se sont racontés réciproquement et ils se sont écoutés surtout sur leur vision des choses. Et en fait, leur divergence n'était pas une affaire personnelle, ça c'est devenu après, mais c'était lié au fait que chacun défendait un intérêt différent. Il y avait un qui représentait une équipe qui était plutôt malmenée ces derniers temps et donc il avait besoin de la défendre, et l'autre qui défendait en fait l'intérêt de l'organisation de manière plus générale. Et donc ces deux intérêts les avaient amenés à se confronter, et cette confrontation était devenue un vrai conflit. Et là, en racontant avec les briques, en fait, ils ont pu voir en fait les priorités des uns des autres et comprendre que c'était pas une affaire personnelle. Et ça a facilité par la suite, ça n'a pas résolu les conflits, mais ça a facilité médiation. Ça a facilité en fait le dialogue. Ça a reconstruit les dialogues entre eux, alors qu'ils s'évitaient. C'est quand même assez puissant. Carrément. Bon, après, je dis pas que c'est la seule méthode pour faire ça, hein. Mais Il y en en a tout pas cas, c'est d'autres. une méthode et qui est puissante. C'est une méthode puissante, oui. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et, euh, et en fait, c'était la dernière question. Donc après, je peux m'amuser en te demandant quelle est la question que j'ai oublié de te poser. Et sinon, la question du public. Ouais. Alors, peut-être la question importante à poser, c'est en quoi c'est important d'avoir un facilitateur? Ça fait faire une boucle parce qu'on en a parlé au début sur Serious Play versus Serious Game. Et pourquoi un facilitateur formé à la méthode Lego Serious Play? Donc, pourquoi une formation spécifique? Alors, c'est important d'avoir un facilitateur parce qu'on l'a dit, hein, c'est vrai qu'on a les briques, mais la matière première des ateliers Lego Serious Play, comme de tout atelier de facilitation, c'est quand même l'humain, c'est quand même les personnes. Et donc, il faut pouvoir en fait construire un cadre sécurisant dès le départ. Même si les briques sont joyeuses, il faut quand même poser les cadres pour que les gens se sentent à l'aise, puissent s'exprimer, se sentir en sécurité et être même implicitement, hein, sans le dire, mais même être rassuré sur le fait que, voilà, ici, maintenant, je peux m'exprimer et je peux dire vraiment ce que je pense. Donc, le facilitateur sert à ça. Après, il sert à défendre ces cadres sécurisants tout au long de la session, quoi qu'il arrive, et Serious Play, à pouvoir réajuster ici et maintenant en fonction de où est les groupes, qu'est-ce qui se passe dans les groupes, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans chaque individu. Donc, il faut quelqu'un qui puisse à la fois maîtriser la dynamique personnelle et la dynamique du groupe, dans les bons comme dans les mauvais sens. Parfois, il y a des éléments perturbateurs, donc des personnes qui peuvent être un peu perturbatrices. Parfois, c'est la dynamique des groupes qui est carrément bloquée ou qui ne va pas. Et dans ces cas-là, il faut pouvoir réajuster pour redéfinir d'autres activités ou d'autres questionnements dans les cas de la méthode Lego Play qui soient plus adaptés à ce qui se passe dans les groupes et ce dont on a besoin les groupes ici maintenant pour avancer. D'où l'importance c'est la facilitation. Maintenant, la facilitation Lego Serious Play par rapport à la facilitation tout court est une déclinaison déjà, c'est-à-dire qu'il faut être d'abord facilitateur et ensuite, pour moi en tout cas, ça c'est mon point de vue, on n'est pas tous alignés sur ça dans, dans la communauté Lego Serious Play, mais pour moi, il faut être d'abord facilitateur d'humain et après, c'est vrai qu'il faut savoir déjà comprendre ces processus cœur en 4 étapes là, que je vous disais, savoir donc questionner, créer des questions qui soient suffisamment claires, mais sur lesquelles ce n'est pas si facile que ça de répondre. Parce que si c'est facile, c'est trop évident. C'est pas la peine d'utiliser cette méthode pour aller chercher des. Donc, c'est pas la peine d'utiliser la créativité pour aller chercher les réponses. Donc, savoir poser des questions, savoir construire tout au long de l'atelier une certaine progression dans les questionnements pour qu'on puisse aller du plus simple au plus complexe autour du sujet qui est porté par les groupes, non, qui est autour de l'objectif du groupe. Et puis ensuite, il faut pouvoir justement respecter cette façon de présenter les choses. Donc chacun a son temps de parole et c'est les mêmes pour tout le monde. Et surtout, lorsque quelqu'un parle, ben, on l'écoute attentivement et on essaye de se souvenir de qu'est-ce que ça veut dire cette brique-là ou cette brique-là ou cette brique-là. On mémorise pour pouvoir justement créer ce langage commun.
Ce qui veut dire qu'on invite les gens à raconter non pas ce qu'ils ont dans la tête, mais ce qu'ils ont construit sur la plateforme, pardon, parce que c'est là, en fait, que le raisonnement autour du sujet réside. Alors que quand on le raconte, parfois, en fait, il y a des dérives. Il y a des gens qui aiment bien parler et qui commencent à raconter, par exemple, moi, je voulais plus de clarté parce que je voulais que vous puissiez entrevoir. Et puis, on part sur un discours qui n'a rien à voir, qui n'est pas raconté sur les modèles. Et donc, il faut pouvoir faciliter pour ramener avec les bonnes manières la personne, non pas à son flux de pensée qui dérive, mais plutôt à ce qu'il a déjà construit, donc à l'essentiel autour du sujet. Et ainsi de suite. Après, plus on avance sur les constructions collectives, plus, voilà, il faut savoir faire ça, mais non plus avec les individus, mais plutôt avec les groupes. Il faut savoir aussi, créer un équilibre entre j'interviens en tant que facilitateur pour pousser les groupes en réflexion plus avancée, voire je me mets à retrait pour les laisser déjà négocier entre eux ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent construire les choses et ainsi de suite. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend aussi à un étudiant pendant la formation, d'où ça vient cette méthode. J'en ai pas parlé et pourtant c'était un de mes objectifs. Eh bien, cette méthode, d'où ça vient? Ça vient du groupe Lego. C'est eux qui l'ont conçu au moment où ils étaient en grande difficulté, voire au bord de la faillite face aux jeux vidéo. Et en fait, le directeur de l'époque, qui était l'héritier du fondateur, bah, il a constaté que ces managers, surtout ceux des hauts niveaux, ils n'étaient pas très créatifs, alors que ce qu'ils vendaient, c'était de la créativité. Et donc, il a invité un groupe de recherche à réfléchir à une façon d'utiliser ces mêmes briques pour développer la créativité des managers pour qu'ils puissent trouver justement des nouvelles solutions face à une situation critique et complexe. Donc, comment faire face aux jeux vidéo. À partir de là, en fait, la méthode a fait ses épreuves. Donc, du coup, elle a été développée, améliorée, ainsi de suite par l'équipe qui l'a créée. Elle a évolué, elle est devenue aussi indépendante par rapport au groupe Lego. Elle a ultérieurement évolué sur plusieurs directions, dans plusieurs directions d'ailleurs. Et, et aujourd'hui, en fait, la version sur laquelle moi j'ai pratiqué, j'ai appris, c'est celle de l'Association of Master Trainer qui est, qui a été fondée par Christiansen et Robert Rasmussen et qui certifie justement à la facilitation de la méthode, qui reprend ce qui a été créé par Lego à l'époque. D'ailleurs, ces personnes étaient dans la fondation de cette méthode, mais qui l'a enrichi à la lumière d'autres bases théoriques, d'autres comment dire, compléments théoriques, on va dire, pour justement avoir un nombre beaucoup plus large d'ateliers possibles, notamment sur la partie stratégique. D'où les origines. Donc, c'est né au sein du Lego, c'est développé au démarrage par Lego, et puis ensuite, c'est devenu indépendant, ça l'est toujours aujourd'hui. Maintenant, ceux qui l'ont fondé, une partie de ceux qui l'ont fondé et développé ont créé une version évoluée. Et il y a aussi une version open source, donc disponible à tout le monde, qui est mise à disposition par Lego, qui est sur le site Lego. Bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, il ne suffit pas de prendre les briques, il faut être déjà facilitateur pour que, même avec l'open source, on puisse faire un atelier réussi. Et puis si en plus on s'est formé, on s'est certifié, bah alors là, on peut aller vers des formes vraiment poussées d'ateliers stratégiques. Je suis très bavarde, hein, je suis désolée, il faut m'arrêter hein, quand. Mais non, je ne voulais absolument pas t'arrêter. C'était absolument passionnant et en plus, tu as fini sur, le concept de facilitateur et ce sont donc nos amis facilitateurs qui maintenant vont te poser les questions. Oui.